Bonjour, je suis Anne Prunier, fondatrice de Time to Bloom et hôte de cette émission. Merci de me rejoindre pour un nouvel épisode du Time to Bloom podcast, l'émission qui rêve de voir plus de femmes célibataires et épanouies plutôt que misérables et en couple. Je répète, l'émission qui rêve de voir plus de femmes célibataires et épanouies plutôt que misérables et en couple. Que sont les Flying Monkeys? Qu'est-ce que le Grey Rocking et le Darvo? Aujourd'hui, je te propose un épisode un peu technique de vocables, des termes importants du lexique, des relations toxiques et abusives. Ces termes te permettent de pouvoir identifier et nommer des comportements problématiques dans tes relations, parce que je rappelle que bien que je parle ici principalement des relations de couple toxiques, tout cela s'applique aussi dans le cadre des relations familiales, amicales et aussi professionnelles. Ça te permet de mettre des mots sur ce que tu vis, sur ce que tu ressens, de comprendre que ces émotions que ça te provoque sont tout à fait normales, que c'est factuel, avéré, que ça existe, que tu n'es pas la seule à en faire l'expérience et que ce n'est pas anormal. C'est pas toi qui es trop sensible, trop exigeante ou je ne sais quoi. Connaître en fait les termes te permet aussi de faire des recherches plus approfondies, de connecter avec d'autres personnes qui en ont fait l'expérience et de dénoncer ces comportements dans les partenaires de tes amis aussi, de les reconnaître chez les autres et pouvoir éventuellement être lanceuse d'alerte. Tu connais la copine qui te raconte comment son amoureux, la Darvo, a pensé qu'elle se victimisait parce qu'elle la tenait responsable de ses mauvaises actions. Eh ben, tu pourras à l'avenir l'écouter et patiemment ensuite lui expliquer ce qu'est le Darvo et la rassurer en lui expliquant que le sentiment de confusion qu'elle ressent ou de colère mêlée de frustration vient de là et que c'est parfaitement normal, que c'est pas de la folie et que c'est de la manipulation. Voilà. Donc sans plus ample introduction, commençons direct du coup par le Darvo, puisque j'en parlais à l'instant. Petit 1. Darvo est l'acronyme de Deny, Attack, Reverse Victim and Offender, ce qui veut dire en français nier, attaquer, inverser le rôle de la victime et de l'agresseur. Je pense que la manifestation la plus courante de ce phénomène, c'est l'agresseur qui attaque en justice pour diffamation, entre guillemets, quand sa victime l'accuse d'agression sexuelle et ou physique. Exemple, Johnny Depp versus Amber Heard. Mais cela ne concerne pas que les couples séparés, ça marche aussi dans une situation beaucoup plus quotidienne du couple. Par exemple, quand Jacqueline confronte Jean-Michel parce qu'il lui a mal parlé devant ses amis. Jean-Michel nie avoir mal parlé et dit « J'ai jamais dit ça ». Jacqueline ne se laisse pas faire, elle sait ce qu'elle a entendu, elle sait comment leurs amis l'ont regardée, elle sait comment elle s'est sentie, mais au lieu de présenter ses excuses, Jean-Michel au contraire doubles down et ose lâcher un classique « Tu te fais toujours passer pour la pauvre victime alors que tu me fais des reproches en permanence ». Cette réponse présente le gros avantage de passer l'envie à Jacqueline de faire à Jean-Michel le moindre reproche à l'avenir, aussi justifié soit-il, parce que sinon ça donnerait raison à Jean-Michel, elle se fait toujours passer pour la victime, quoi qu'il fasse, elle a raison et il a tort. Darvo, c'est le gaslighting à son paroxysme. Donc, le gaslighting, je l'ai déjà un peu expliqué et on en entend désormais beaucoup parler, mais juste pour rappel, c'est le fait de nier la réalité. Exemple, Jacqueline dit que le ciel est bleu, Jean-Mich dit que non, il est vert. À force, Jacqueline doute de sa perception des choses, des situations et de sa mémoire, mais aussi de son jugement et de ses émotions au point de douter de sa santé mentale et ou de son intelligence. Petite liste non exhaustive des punchlines, pun intended, d'un gaslighter qui pratique le Darvo, inspiré de mon expérience personnelle, celle d'amis, d'abonnés sur Insta qui m'ont fait des confidences, et du livre It's Not You du docteur Ramani Durvasula que je vais énormément citer au fil de cet épisode. Autant le dire tout de suite, comme ça c'est fait. Donc du coup, il y a le fameux « c'est jamais arrivé, j'ai jamais dit ou fait ça ». Pourquoi t'es toujours autant en colère? Tu exagères, ce n'est pas si terrible. T'as pas le droit de te sentir comme ça, c'est injuste. C'est dans ta tête, tu m'espionnes. Un exemple d'une abonnée qui dit, quand je lui expliquais que je ne pouvais pas continuer à payer le loyer et les courses seul, qu'il ne pouvait pas continuer de dépenser tout son RSA dans la cocaïne, il faisait allusion à mon nom à particules et à mon niveau d'études et disait « Pardon de ne pas avoir bac plus 10 » et finissait par me faire passer pour une meuf vénale alors que je suis serveuse en fait. Il y a aussi
bien, peut-être est-ce que c'est ta perception de la réalité, même si tu as la preuve écrite de ce que tu avances. Si c'est ce que tu penses, peut-être est-ce que cette relation ne compte pas tant que ça pour toi. Tout le monde s'en prend à moi. Créer la dispute pour sortir avec tes copines, belle stratégie, vas-y, amuse-toi. C'est ta faute, tout simplement. Et un autre témoignage, Coupe du Monde 2010, il faisait beau et j'en avais marre qu'il regarde tous les matchs et qu'entre tous les visionnages, il joue à FIFA en hurlant non-stop. J'ai attendu le moment opportun pour lui suggérer de faire une activité ensemble et il m'a reproché d'être contrôlante et a fini par me cracher dessus pour conclure la dispute. Quand je l'ai enfin confronté après avoir appris qu'il m'avait trompé, il m'a tenu pour responsable parce que je lui faisais des reproches tout le temps et l'autre fille était cool, elle. Ça, c'est la mienne. C'est mon témoignage. Ce qui est important de retenir avec le Darvo, c'est que finalement, si on veut que la relation dure, on doit se soumettre à leur réalité. Numéro 2, DIMMER, encore un acronyme et pas le dernier de la liste. DIMMER est composé des mots dismissiveness, invalidation, minimization, manipulation, exploitativeness and rage. En français, mépris, invalidation, minimisation, manipulation, exploitation et rage. DIMMER est aussi un jeu de mots puisque le verbe to dim en anglais veut dire atténuer. C'est comme ça qu'on appelle les interrupteurs qui permettent de régler la puissance de la lumière. Ce sont des dimmers. Donc concrètement, ton basic abuser utilise ces techniques de dismissiveness, invalidation, minimization, manipulation, exploitation and rage to dim ton énergie et doucement prendre l'ascendant sur toi. Généralement, ces techniques sont employées dans la phase de dévaluation, celle qui suit la phase de love bombing et précède la phase de discard, le rejet. Il faut comprendre qu'être dans une telle relation revient à constamment avoir ses besoins, émotions, croyances, expériences, pensées et espoirs être dismissed et invalidés. Le partenaire peut aussi dire des choses comme « t'es ridicule, on s'en fout de ton avis ». Au début, ça va être une simple divergence d'opinion et à la longue, c'est plus important. Ça devient carrément déshumanisant. On n'ose plus rien dire, pas même sur les sujets qu'on maîtrise mieux qu'eux. Genre clairement, mon ex qui n'a jamais passé 1 minute en chien tête en bas de sa vie aurait pu me soupirer au nez qui a envie de prendre ton cours de yoga, tu sais même pas faire un handstand, allez casse-toi. Même moi, je pourrais faire ton job. Ce qu'il avait dit d'ailleurs à l'époque, du coup j'étais jeune diplômée d'une école de communication et j'avais envie d'être community manager et son grand truc c'était me demander si j'avais pas une idée de petit poste pour lui à faire pour sa carrière d'artiste et chaque suggestion que je lui faisais était toujours mauvaise en fait. Il n'y en a jamais une qui lui a convenu et il m'a dit des choses du genre hey, casse-toi, c'est pour ça que tu trouves pas de travail et tu te dis community manager que bref j'étais une c'est quoi le mot? Ouais, que j'étais un imposteur quoi. Mais c'est pas le mot une fraude, c'est pas le mot que je cherchais. Il avait un mot précis qu'il employait dans ces cas-là. Bon bref, peu importe. So, when dismissiveness is a brush off, invalidation is a negation. Donc, quelqu'un qui est dismissif, c'est juste, tu sais, genre, allez, l'invalidation, c'est vraiment, t'es une merde. Tu n'es pas vu, tu n'es pas écouté, rien, et à la longue, l'invalidation te prend ta voix, en fait, jusqu'à se demander si t'en as une, si tu vas être entendu, si tu parles, et si on va pas juste te la boucler violemment. Et ça, pour le coup, ça me rappelle pas mon ex, mais mon beau-père, surtout, qui avait pour habitude de carrément faire comme s'il ne m'avait pas entendu quand je parlais, ou... alors, il me répondait pas, mais faut dire que je lui adressais pas trop la parole, mais surtout, en fait, ce qu'il faisait, c'est que quand je parlais, il montait le son de la télé ou de la radio, tout à fait volontairement, pas du genre ah oups j'ai pas fait attention que t'avais dit quelque chose, c'est je vais couvrir ta voix pour qu'on t'entende pas parce que de toute façon tu ne dis que des bêtises. D'ailleurs dans It's Not You, le docteur Ramani dit si tu as grandi avec un parent narcissique, l'invalidation t'est familière, tu n'es donc pas seulement remarqué de façon inconsistante, mais tu étais souvent shamée, méprisée et mise de côté. Parfois, il pouvait être plus confortable de ne même pas être vu. Et en effet, mon beau-père ne m'adressait jamais la parole. Il m'appelait la pouffe depuis l'âge de mes 15 ans, pour parler de moi avec le reste de la famille. Et je devais éviter chez moi
ça, je précise, parce que il ne payait pas le loyer, il vivait chez ma mère. Donc même le soir de Noël, je préférais dîner avec un plateau repas dans ma chambre pour ne pas être en sa présence. Et tiens, puisque je parle de mon beau-père, je vais pouvoir aisément illustrer la minimisation, puisque lorsque j'ai enfin pu fuir de chez moi parce que à 18 ans, j'avais rencontré un gentil garçon, du coup j'en ai profité pour fuir. Il a dit à ma sœur de 13 ans à l'époque, ne t'inquiète pas, elle reviendra bien vite, il n'est avec elle que parce qu'elle baise. Comme si c'était mon seul et unique intérêt. Un autre bel exemple, c'est mon ex qui n'avait pas voulu m'accompagner à ma remise de diplôme, mon master de com donc, alors qu'il avait rien de mieux à faire ce jour-là. C'était à Paris, il n'y avait pas un déplacement à faire particulier pour y assister. Et son excuse, la raison pour le motif, disons, c'était que j'avais pas fait Harvard après tout, donc c'était pas la peine de modifier son planning très chargé, du coup, de jouer à FIFA tout l'après-midi, un pétard à la bouche. Voilà. Donc, ça marche aussi, en fait, avec, tu l'auras compris, le moindre accomplissement et autres promotions professionnelles. Il y a pas si longtemps que ça, j'entendais 2 copines discuter dans un sauna, et l'une d'elles disait à son amie que son mec lui avait fait toute une scène parce qu'elle avait reçu la promotion dont lui rêvait, et il attendait d'elle qu'elle la refuse au prétexte qu'il ne voulait pas qu'elle bosse avec la personne qu'il lui avait accordée. Et la pauvre, du coup, elle ruminait vachement parce qu'elle se demandait ce qu'elle allait faire parce que c'était son rêve d'avoir ce job, mais elle avait aussi l'impression que ce serait pas sympa de sa part de lui faire ce coup-là entre guillemets, alors qu'à part ça, tout était absolument merveilleux avec lui. Il lui avait présenté ses enfants et tout. Donc franchement, autant dire que je sais pas ce qui à ce moment-là me donnait le plus chaud, si c'était ce que j'entendais ou le sauna dans lequel je me trouvais. Mais ouais, tu sais, genre comme si elle méritait pas la promotion qu'elle venait de recevoir. Enfin, cette façon de rain on your parade est vraiment juste débectante et triste et voilà. Et évidemment, en plus, pour eux, il faut sabrer le champagne pour le moindre événement positif dans leur vie à eux. Genre, exemple, ils gagnent leur match de FIFA et alors là, il faut que tout s'arrête, que ce soit l'événement, quoi. Et ouais, et puis en plus, ils peuvent même pousser le truc et te dire, ah, c'est bon, t'es grave égocentrique, tu te réjouis jamais pour moi, toi. Voilà. Donc ça, c'était pour la minimisation. Vient ensuite le deuxième M de dimmer, le mot manipulation. C'est l'endroit où l'abuseur joue avec tes émotions, principalement la culpabilité, l'anxiété, la peur, pour obtenir ce qu'ils veulent de nous. Exemple, tu ne viens jamais voir ton vieux père malade, ou on verra quand je serai morte, ou ça c'est un peu pour les parents plutôt, mais on le connaît bien, celui qui a été cité d'ailleurs plus haut par une abonnée, qui dit oui, passe une bonne soirée avec tes copines. Non, ça me dérange pas que tu sortes. On la connaît, celle-là. L'exploitativeness, c'est tout bonnement l'exploitation de quelqu'un, donc exploitation financière, genre mon ex qui comptait sur moi pour faire les courses avec mon chômage pendant que lui claquait son salaire de DJ de Radio Nationale dans une collection de baskets. Rendre financièrement dépendant tombe aussi dans cette catégorie. L'exploitation sexuelle aussi. Alors au degré les plus graves, on a évidemment les gens miches qui prostituent leurs compagnes de façon plus ou moins horrible, parce qu'il y en a qui font usage de la force pour coucher avec des hommes plus ou moins à la chaîne. Mais il y a aussi ce qu'on appelle, plus mignon, les lover boys qui usent de leur charme pour contraindre leur partenaire à la prostitution. La prostitution, ça peut être sur un spectre. Il y a donc celui qui frappe pour pousser à prostituer de force physiquement, avoir des rapports réels avec des clients prostitueurs. Ou il y a donc celui qui fait plutôt usage de ses charmes, comme je disais, donc le lover boy, pour se prostituer peut-être sur de façon plus soft, dirais-je, notamment avec OnlyFans. C'est important de le souligner parce que c'est tellement à la mode de nos jours que ça ne doit pas être écarté. Et puis, il y a ceux qui veulent qu'on couche avec eux parce que c'est un dû. Dans le genre, j'ai envie de parler du pas trop obvious mais très commun Jean-Michel qui se laisse pomper des heures durant mais qui ne retourne jamais la faveur.
l'exploitation en général de Jean-Michel qui estime que tu dois faire les courses, la cuisine et le ménage parce que tu vis chez lui, même si tu participes au loyer. Et même s'ils vivent chez toi et ne payent pas le loyer, comme ce fut le cas de ma pauvre petite maman. Et pour finir, le R de rage, souvent activé par la honte, la rage de l'abuseur narcissique est terrifiante. On ne sait jamais ce qui va la déclencher, ni jusqu'où ça va aller, ni combien de temps ça va durer. Insultes, cris, punition par le silence, stonewalling, j'y reviens dans un instant. Et dans les pires cas, la mise en danger d'autrui, genre ils se mettent à conduire dangereusement et évidemment les coups portés volontairement et voilà, j'en perds mes mots tellement ça me fait froid dans le dos, quoi. 3. Le stonewalling, donc je disais, j'en parlais à l'instant, souvent accompagné de la punition par le silence. Le fait de stonewall quelqu'un, c'est le refus de communiquer, de coopérer. C'est hyper fatigant pour la personne qui doit le supporter, qui doit en fait faire des efforts émotionnels supplémentaires. Et c'est quelque chose dont j'ai énormément souffert. Ça et le silent treatment, c'était un truc pour lequel mon ex était champion olympique. Quelqu'un qui stonewall est toujours sur la défensive, minimise ce que tu lui dis, quitte la conversation, démarre une activité pendant que tu es en train de leur parler, répondent par un seul mot ou répète la même chose comme un perroquet, peu importe ce que tu leur dis, déclare que la conversation est close et peuvent même tout simplement partir sans dire quand est-ce qu'ils comptent revenir et filtrent les appels. Et de tous les exemples que j'ai cités, il n'y en a pas un seul que mon ex n'ait jamais employé. Number 4, Jade and Deep, ce sont à nouveau deux acronymes. Jade, ça veut dire Justify, Argue, Defend and Explain. Et Deep, c'est Defend, Engage, Explain and Personalize. Les deux acronymes parlent de la même chose plus ou moins, cette tentation de vouloir communiquer avec quelqu'un qui ne cherche pas à nous comprendre, quelqu'un qui bien souvent ne nous écoute même pas en fait. Comme l'explique le docteur Ramani, l'idée c'est pas de devenir un paillasson, c'est de ne pas se fatiguer dans une tâche sans issue. Mais évidemment c'est plus difficile à dire qu'à faire, je le sais bien parce que pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai honte de le dire, hein, franchement, mais... Voilà, j'ai envie d'être honnête et transparente, donc je le pose, mais je suis pas très fière. Mais voilà, aujourd'hui j'ai mis le nez dans les conversations vieilles de 10 ans avec mon ex, avec qui je n'ai pas parlé depuis au moins 5 ans, et c'est ouf parce que 10 ans après notre rupture, je suis toujours tentée de Jade auprès de lui, c'est-à-dire donc justify, argue, defend and explain myself. 10 ans après, j'ai toujours envie de me justifier sur la raison pour laquelle j'ai dit ce que j'ai dit, d'expliquer pourquoi je me sentais ainsi, de me défendre sur mes intentions et d'expliquer que j'ai toujours une place pour lui dans mon cœur malgré tout. C'est ouf. Donc l'idée c'est d'éviter tout ça et c'est pas facile du tout. Là j'ai réussi à surmonter la tentation de lui écrire, mais parce que the case is so fucking cold, it is gelé en fait. The case is with le Groenland avec les pingouins sur la banquise, genre I mean it's ridiculous. Du coup t'inquiète, je capte à quel point la tentation est énorme quand on est à chaud. Enfin, moi, j'étais incapable, quand il m'envoyait un texto, de même ne pas le regarder, tu vois. Il fallait que je le regarde tout de suite, il fallait que j'y réponde immédiatement. Il n'y avait pas de, vas-y, tu vois, genre, je prends un peu de recul, je dors dessus, je réponds demain. Non, ça n'existait pas, ça n'existait pas à l'époque. Donc je me rends bien compte à quel point c'est difficile comme tentation à surmonter, mais il est important en fait de comprendre que tout ce qu'on va dire ne va pas être absorbé par l'abuseur comme il le serait avec un partenaire respectueux, gentil, aimant. L'abuseur, lui, va s'en servir comme de munitions en fait contre toi. C'est comme dans cette scène de The Mask, tu sais, où le méchant porte le masque et quand on lui tire dessus...
Il faut garder à l'esprit qu'en général, ces Jean-Michel s'épanouissent dans le conflit, donc si on jade, on se fatiguera bien avant eux. Reste aussi calme, concise et précise que possible, surtout si tu sens que tu n'es pas comprise. Te réexpliquer ne changera rien, sinon que de te faire du mal. Et c'est là où je crois que la puissance de la communauté que je vais proposer avec le programme de Fake Love à Self Love va avoir énormément d'importance, parce que à ce moment-là, quand tu recevras ce genre de message auquel tu auras envie de jade et de rentrer dans le deep, eh bien tu pourras d'abord reach out auprès de la communauté, échanger à ce sujet, trouver la force en fait de ne pas le faire et d'utiliser les outils du programme pour te faire du bien plutôt que de donner des armes pour être blessé. Number 5, grey rocking. Dans la mesure du possible, grey rocking, c'est vraiment l'attitude idéale à adopter avec un partenaire avec qui la conversation est impossible. Grey rocking, c'est tout simplement rester de marbre. Vraiment se comporter comme si on était une pierre, faire des réponses aussi courtes que possible, ne pas montrer d'émotions, unbothered et inintéressantes. Les abuseurs, très souvent narcissiques, se nourrissent des émotions de leurs victimes. Si on leur donne rien, ils lâchent prise. C'est vraiment en fait comme des rapaces, hein. La vérité. Hein. Ça s'avère vraiment très utile quand il n'est pas possible de les bloquer. Principalement si tu as un ou des enfants avec ton abuseur, malheureusement, le mieux c'est de co-parent par le biais d'applications mises en place justement pour gérer la communication nécessaire avec l'autre parent. Je regrette énormément que ça n'ait pas existé quand j'étais plus jeune pour les miens de parents, parce que c'est vraiment bien foutu ces applications. En fait, ça permet aux échanges déjà d'être enregistrés. Ils sont reconnus par les tribunaux en cas de bataille juridique. Et c'est vraiment très pratique parce que tu peux aussi avoir un calendrier partagé avec l'autre parent, des documents importants, genre par exemple des ordonnances médicales ou une décision de tribunal. Et puis, il y a aussi la possibilité de suivre les dépenses pour l'enfant avec un genre de tricount intégré à l'application. Voilà, bref, il y en a des payantes et des gratuites et je pense que c'est un game changer pour les parents au rapport conflictuel. Donc, check it out. Mais bref, pour en venir à ce que je disais, même sur ces applis ou par email, n'enjolive pas les échanges. Y a pas de hey, gna, 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 merci, machin. C'est vraiment du reçu 5 sur 5. Voilà, tu vois, genre pas rentrer dans la conversation même. C'est factuel. À ce propos, une note importante du docteur Ramani, c'est qu'il est possible que l'abuseur se fâche quand on commence à le grey-rocker, parce que en fait, on leur donne plus ce qu'ils recherchent, c'est-à-dire les ressources narcissiques qui puisent en fait dans nos réactions. Et du coup, il se peut qu'ils se mettent alors à chercher à nous provoquer encore plus en disant des choses comme tu te prends pour qui? Alors ça y est, t'as pris un cours de yoga et tu crois que t'es maître Yoda. Et voilà, ce genre de choses où t'as vu un psy et machin. Bon, bref. Elle dit quelque chose que j'aime beaucoup à ce propos. Elle dit, prépare-toi à cela car tu auras peut-être besoin de white knuckle through this. C'est-à-dire serrer les poings au point justement d'avoir les articulations qui deviennent blanches. Et c'est une image qui me parle parce que au yoga, I like to say that. Genre, j'aime bien parler à mes élèves de white knuckle, leurs articulations des doigts, mais pour trouver un verrou énergétique qui s'appelle Hasta Bandha, qu'on retrouve aussi dans les orteils, qui est Pada Bandha, pour trouver vraiment de l'ancrage. Et bon, voilà, c'est quelque chose d'assez technique. Je sais, en vrai, même pas si je vais vraiment profondément en développer dans Fake Love et Self Love, parce que je reviendrai dessus quand je parlerai un petit peu plus du programme, mais ce programme, je le veux vraiment accessible, débutants de yoga, gens qui n'ont pas nécessairement envie de faire du yoga, leur pratique, comment dire, leur pratique physique la plus importante dans leur vie et à la fois la plus importante dans leur vie. Je sais pas comment expliquer, mais
Genre des gens qui ont peut-être d'autres sports à côté, qui font, je sais pas, de la natation à haut niveau, du basket, enfin voilà, qui vont pas se mettre à faire 1 heure de yoga matin et soir, ou même 1 heure de yoga par jour. Mais j'ai envie, avec ce programme, de donner les outils pour faire au moins 10 minutes de yoga hygiénique par jour, d'une certaine façon. Bon, je sais pas si je vais laisser ce passage, mais voilà, c'est juste pour le clin d'œil à propos de ce white knuckle thing, parce que mon intention, c'est qu'après ce programme, if you have to white knuckle through anything, it's just from your down dog. Voilà. Pratique autant que nécessaire avant et après ces échanges tendus, mais serre tout ce que tu as besoin de serrer pour ne pas saisir la patte tendue, les dents, les doigts, les fesses, ce dont tu as besoin. Ce qui compte vraiment, c'est se rendre inintéressante au possible, et si l'abuseur va être en colère à un moment, ça lui passera, hopefully. Évidemment, il y en a qui ont des gestes irréversibles, mais quand même, heureusement, dans la grande majorité, l'immense majorité, heureusement, ça leur passe. Donc, si on continue de ne pas leur donner leur narcissistic supply, il ira la chercher ailleurs. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se briefer les unes les autres pour que la suivante ne tombe pas dans le même piège que soi. Nota bene, le grey rocking est à ne pas confondre avec le stonewalling. L'intention est tout à fait différente. Ne va pas te dire que si tu grey rock, tu stonewall ton abuseur. Il faut vraiment faire la distinction, c'est important. L'abuseur te stonewall sans difficulté pour te punir, pour te faire du mal, et c'est hyper facile pour lui. Alors que toi, tu grey rock dans l'unique but de te protéger, et pour y arriver, tu as besoin de rassembler toutes tes forces de Super Saiyan pour y arriver. Donc vraiment, fais la distinction. Number 6, les Flying Monkeys, que l'on appelle aussi Enablers. Flying Monkeys, ça ressemble un petit peu au nom d'un groupe de rock, mais c'est beaucoup moins cool, parce que les Flying Monkeys, ce sont donc ces personnes qui permettent les abus et les défendent. Là où c'est difficile, c'est que c'est souvent des gens que l'on aime, genre si votre abuseur narcissique est un parent, les Flying Monkeys peuvent être ton tonton ou ta tata préférée, ou même ton frère ou ta sœur. Dans le cas du couple, ça peut être aussi ta famille, mais aussi les amis. Et c'est terrible parce que du coup, c'est toutes ces personnes qui disent que t'es pas parfaite non plus, que ton abuseur ne fait pas exprès, que eux n'ont jamais eu un problème avec eux, qu'ils savent qu'ils font de leur mieux. Et voilà, c'est hyper dur parce que non seulement tu commences à te remettre en question, alors même que tu sais très bien que ces gens-là qui sont certainement plein de bonnes intentions, pas toujours, mais certainement, on va leur accorder le bénéfice du doute, ils ne voient pas l'envers du décor. Donc, ils n'ont pas conscience de tout ce qui se passe quand ils ne sont pas là. Mais quand même, tu te mets à douter. Est-ce que j'exagère pas un peu, après tout ? Donc ouais, il faut vraiment faire preuve de discernement avec ces personnes et également, surtout, ne pas hésiter à les couper de sa vie. 7. The 3 R's. Regret, rumination and recall, soit les regrets, les ruminations et le fait de se rappeler des souvenirs. Le docteur Ramani explique que les relations narcissiques nous collent à la peau en pesant sur nos pensées à travers ces 3 R. Ces 3 R capturent les expériences universelles des survivantes de relations toxiques qui racontent s'être senties comme coincées dans la dynamique de relations toxiques, même après la rupture, et dans mon cas, longtemps après la rupture, puisqu'à ma grande surprise, j'avais encore aujourd'hui envie de Jade auprès de mon ex par rapport à notre dernière conversation de 2017. Bref, les regrets peuvent se manifester par le fait de se blâmer, du genre pourquoi j'ai pas vu ou ignoré ces red flags, ou encore pourquoi est-ce que je n'ai pas réagi quand il m'a dit ou fait ça. Perso, je me demande pourquoi je n'ai pas mis un terme à la relation dès la première semaine, quand j'ai dit au téléphone à ma mère que cela n'allait pas durer parce que son caractère n'était pas possible, ou quand on m'a informé qu'il m'avait trompé et quitté pour une autre à peine 3 mois après qu'on se soit mis ensemble, ou quand il a insulté mon intelligence en me disant t'as de l'eau dans ton cerveau, et j'en passais des meilleurs.
Voici, selon le docteur Ramani, la liste des regrets. Le simple fait que la relation ait eu lieu, les opportunités manquées, les répercussions sur l'entourage, famille, amis, collègues, et j'en profite pour exprimer ma gratitude pour toutes les personnes qui m'ont aidée à cette époque, notamment Lily, Shanaz, Melissa et Wassila, même si j'ai perdu contact avec l'une certaine d'entre elles, je reste profondément reconnaissante pour le soutien à l'époque, les heures d'écoute et d'encouragement qui restent d'une certaine façon gravées dans mon cœur. Il y a aussi donc le fait de ne pas être parti plus tôt, le fait de ne pas avoir fait plus pour arranger les choses, le fait que l'histoire soit tout simplement terminée. En ce qui concerne les ruminations, le docteur Ramani explique que les relations narcissiques sont tellement déconcertantes que fréquemment les victimes se trouvent coincées dans des vortex de pensée pour essayer de comprendre les situations et la relation en général. Et ça, je plaide full coupable. Les ruminations, ma spécialité. Donc les ruminations, ça consiste à rejouer dans ta tête les conversations, les situations, relire les messages et en décortiquer le sens de la moindre virgule, réfléchir à ce qu'on aurait pu dire ou faire différemment, se concentrer sur les erreurs, entre guillemets, que l'on estime avoir fait. J'aurais pas dû répondre si vite, j'aurais pas dû dire ça, etc. Rejouer en boucle les bons moments de la relation en espérant pouvoir revenir à ces états. Et si après la relation, le partenaire se met en couple avec quelqu'un d'autre, ou avant la séparation d'ailleurs, ça m'est arrivé, donc on peut se demander qu'est-ce que cette personne a de mieux que moi. En ce qui me concerne, c'est une question qui m'a pourri la vie, parce que la femme pour qui il m'a quitté m'a dit que je passais mon temps à lui faire des reproches. Quand elle m'a expliqué, parce que je lui ai écrit pour lui demander ce qui s'était passé, de me raconter ce qui... Tu vois, les tenants et les aboutissants, et du coup elle m'a dit que elle lui disait mais ta copine, machin, et il lui disait que je passais mon temps à lui faire des reproches et que du coup il le supportait plus, le pauvre chou. Et d'ailleurs, il me l'a confirmé un jour en me disant que c'était facile avec elle, qu'elle lui prenait pas la tête tout le temps et tout. Ce à quoi j'avais envie de répondre que peut-être que c'est parce que ça faisait 15 minutes qu'elle le connaissait, qu'elle n'avait pas encore vu son vrai visage, parce que dans le message qu'elle m'a envoyé pour me raconter ce qui s'est passé, bref, ils se sont mis ensemble et au retour à Paris, il s'est installé chez elle et elle raconte, il est resté chez moi 1 semaine à notre retour, je ne savais pas du tout comment le quitter car ça n'allait pas du tout avec lui. Il a essayé de me récupérer jusqu'à mi-septembre et je me suis embrouillée avec lui pour une histoire de taf et je lui ai dit de plus jamais me recontacter. Donc, clairement, elle avait aussi des reproches à lui faire, il me semble. Tout ça pour dire que, inutile de dire qu'après ça, j'ai complètement obsessed sur la femme en question. Je regardais ses publications Twitter en permanence, je me comparais physiquement à elle et on n'a rien en commun. Enfin, du coup, c'était assez violent. Genre, je suis brune, elle est blonde, j'avais une petite poitrine, une énorme poitrine. J'étais pas particulièrement athlétique à l'époque. Elle, c'était son métier de danser. Et ouais, elle avait l'air juste cool. Elle était un peu connue du grand public parce qu'elle avait fait une émission de télé-réalité. Non. Elle venait à l'époque en plus de décrocher une émission sur une chaîne de la TNT qu'elle présentait. Donc, je me sentais comme une merde. Voilà, en résumé. Bref, la rumination, c'est le mot parfait pour décrire au mieux ma relation avec mon ex, comme je le disais donc. J'ai passé effectivement la totalité de cette relation à ruminer. Au début, je ruminais le « oui, c'est pas cool, mais est-ce que c'est vraiment si grave que ça ?» Ne mérite-t-il pas finalement un peu de grâce, lui qui n'en a jamais eu dans le passé? Puis je ruminais toutes les choses pas cool qu'il m'avait dites et faites, et je me disais, demain tu le quittes, pour telle et telle raison, ça suffit, et vraiment je me revois ça, pour le coup, m'endormir nuit après nuit, et faire la liste dans ma tête de, oh là là, il s'est passé ça, il y a eu ci, il y a eu ça, et bon, là, c'est bon, c'est insupportable, cette fois j'arrête, demain je le quitte, je vais lui dire ça, ça et ça, et s'il me dit ça, moi je lui réponds si, et des heures, et en plus, spoiler alert, le lendemain, je le quittais pas. Et pire que ça, le lendemain, si on se disputait et qu'il me jetait, discard face, entre parenthèses, alors je switchais dans mon cerveau et je me mettais automatiquement à ruminer le « c'est pas possible, comment il peut me faire ça, il faut à tout prix que je le récupère » et là du coup j'élaborais toutes sortes de plans pour le récupérer, pour
pour lui faire pitié, c'est triste, hein, mais pour lui faire pitié, pour qu'il cède de son plan, ou soit il me stonewallait, soit c'était silence treatment, machin, et qu'il accepte de me voir et qu'on se remette ensemble. Et dès qu'on se remettait ensemble, quelques heures, jours ou semaines plus tard, selon le temps qu'il avait envie de me punir, ou de me tenir à l'écart juste pour être tranquille, faire sa vie peinard à jouer à FIFA chez moi, aussitôt je repartais dans le circuit, il faut que tu le quittes pour telle et telle raison, etc. L'enfer, franchement, l'enfer. C'est pas l'enfer sur terre, c'est l'enfer dans ta tête, mais c'est pire que tout, parce que ta tête, t'es dedans tout le temps, tu vois. D'ailleurs, il est très intéressant de remarquer que le docteur Ramani rapporte que ses clientes affirment que c'est les ruminations qui leur causaient le plus de difficultés dans leurs relations toxiques. Parce que vous êtes effectivement toujours dans votre tête, vous passez à côté de beaucoup de votre vie parce que vous êtes activement en train de ruminer. C'est comme une double peine. Non seulement vous ruminez sur les choses hors de votre contrôle, mais en plus vous passez à côté des bons moments qui s'offrent à vous, notamment les moments de partage en famille, entre amis, vos hobbies, etc. Et vraiment, je t'assure, genre, je suis tellement coupable de ça. Je ne parlais plus que de lui et de nos problèmes à ma famille et mes amis, ce qui m'a coûté quelques précieuses relations amicales. Mais vraiment, je leur en veux pas du tout. J'étais tellement incapable de connecter avec qui que ce soit d'autre. J'avais même perdu la connexion avec moi-même. Alors forcément, you can't pour from an empty cup. Donc si t'as plus rien à donner pour toi, t'as plus rien à donner aux autres. Et vraiment, j'étais incapable de me concentrer, ne serait-ce que sur un livre. J'arrivais plus à m'amuser, sauf si j'étais hautement intoxiquée. Et les seules choses qui m'apportaient du réconfort, finalement, qui me sortaient de mes ruminations, c'était la pratique du yoga. Et ça, il me tarde de le partager avec toi. Et petit 2, moins spirituel, mais qui est worth noticing for me, I believe, c'est le binge-watching des Real Housewives de Beverly Hills et de New York. Alors je sais, binge-watcher, c'est pas très namasté, mais moi, ça me fait du bien. Et je sais aussi, en France, on a une très 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 mauvaise image de la télé-réalité parce qu'on nous propose que des programmes de merde autour de ça. Et oui, les Real Housewives, c'est peut-être pas le truc le plus intelligent qu'il soit, mais moi, ça me faisait vraiment du bien parce que j'avais besoin de me changer les idées et j'avais aussi besoin de modèles féminins forts. Et j'ai trouvé ça, en fait, dans ces émissions. Notamment dans la personne de Bethany Frankel, qui et du casting des Real Housewives de New York, et qui a bâti un empire avec sa marque Skinny Girl, lancée et développée au fil des saisons devant les caméras. Et voilà, ça me donne un peu un exemple, une inspiration. Et il y avait aussi cette femme, Taylor Armstrong, dont tu connais forcément le visage parce que sa photo, lors d'une de ses crises les plus iconiques, est devenue un mème très très célèbre. Mais ce qu'on ne sait pas, si on n'a pas regardé le show, c'est qu'elle traversait alors une terrible période devant les caméras parce que son mari était extrêmement violent, psychologiquement et physiquement, puisqu'il la battait jusqu'à ce que lui-même ne se suicide entre 2 saisons. Et du coup, ça te donne de la perspective, en fait. Tu te dis, ah ouais, en fait, ma vie n'est pas si horrible que ça. Bref, je m'éloigne un petit peu là, du coup j'en reviens non pas à mes moutons mais à mes ruminations pour conclure en disant qu'elles nous empêchent aussi de faire de la place pour du nouveau en fait dans notre vie. C'est un peu comme si notre maison était pleine de meubles, d'objets, de vêtements, on n'a plus la place pour installer quoi que ce soit de nouveau et pas non plus ce meuble magnifique dont on a toujours rêvé aux dimensions parfaites. Si on ne vire pas en fait les meubles pourris qui nous encombrent et qui prennent toute la place avant de pouvoir accueillir du nouveau. So, voilà, pour finir sur les 3 R, le dernier c'est donc recall, pour euphorique recall pour être exact, soit les souvenirs euphoriques. C'est-à-dire que malgré des années parfois d'invalidation, de dévaluation et discard, on peut prioriser le souvenir de cette super soirée passée ensemble. Et j'avoue pour moi c'est le jour où on a passé la soirée dans la cabine de DJ du célèbre Ron Carroll, que j'aimais tant pour cette chanson. Et
puis toutes les soirées qu'on passait ensemble, qu'on appelait Woodstock, à savoir que on se mettait au lit tout nuit, on fumait des pétards et on faisait l'amour entre guillemets, parce que faire l'amour en tant qu'il y a un échange entre les deux partenaires, qu'ils ont l'intention de donner également du plaisir à l'autre, personnellement, si beaucoup de femmes ont l'excuse de rester avec leur partenaire toxique parce que sexuellement c'est formidable, c'est malheureusement très très loin d'être mon cas. Je ne peux absolument pas utiliser cette excuse. Oh mon Dieu. Anyway, le résultat de cela, c'est qu'on en devient parfois à s'auto-gaslight en se disant qu'après tout, c'était pas si terrible que ça, que peut-être on a fait une tempête dans un verre d'eau, que même si le bon moment ne représente que 2 ou 3% de l'entièreté de la relation, c'est comme ça qui prend le dessus, parce qu'on minimise tout le reste, quoi. Note que l'euphorique recall est le ciment de la relation toxique. Il peut jouer un rôle dès le début de la relation parce que c'est ce qui peut nous mener à ignorer les red flags. Exemple, oui c'est vrai, il ne m'a pas contacté de la semaine après m'avoir proposé un second rencard, mais il m'avait fait un hug pour me dire au revoir à la fin du premier date, donc après tout c'est peut-être qu'il a intéressé, mais qu'il a été enlevé par des ovnis cette semaine, et il était charrette, et alors du coup il me répondra, et s'il m'envoie un texto à 2h du matin, c'est juste qu'il m'a répondu aussitôt qu'il a pu, blablabla. D'ailleurs, entre parenthèses, cet exemple est un exemple concret à nouveau de ma vie personnelle, d'un rencard que j'ai eu il y a quelques mois. Ça s'était très bien passé, mais en effet, Jean-Michel regardait mes stories plutôt que me donner un second date comme il me l'avait proposé. Du coup, j'ai été sympa. J'ai étendu mon délai à 10 jours au lieu de 3 jours, comme je l'ai recommandé dans l'épisode hors série Bonnes vacances, parce que je m'étais dit, voilà, on partageait beaucoup de choses, et qu'il m'avait fait un hug pour me dire au revoir, c'était mignon. Alors que moi, tu vois, j'allais juste lui faire la bise. En plus, on va pas se mentir, il était vraiment BG, donc je lui ai accordé 10 jours, mais au bout de 10 jours, là, c'est bon, j'ai dit red flag. J'ai fini par le bloquer parce que voir son nom apparaître dans mon Insta fois par jour me faisait ruminer le fait qu'il me ghostait, et recall qu'on avait pourtant passé un bon moment, donc ça m'a saoulée. Et si tu crois que c'est radical comme réaction, sache que ce n'est pas du tout, assez radical même. J'aurais dû le faire au bout de 3 jours et pas lui accorder 7 jours de plus, but you know, it's progress, and I'll take it. C'est déjà ça. J'ai fait le bon move, même si c'était un peu tard. Comme sur le tapis de yoga, c'est ça que j'ai envie de célébrer. Les progrès, pas la performance. Fut un temps, je me dis que je ne l'aurais pas bloqué, je l'aurais probablement relancé, et la suite, on la connaît. Donc c'est quand même une victoire de canard. Le mot de la fin sur ces 3 R, c'est que du coup, selon le docteur Amani toujours, ce qu'il faut retenir sur l'euphorique recall, c'est que c'est un mélange de déni, d'espoir, de justification et de distorsion. Un dangereux mélange qui nous tient prisonnières des schémas toxiques et autres cycles de culpabilité. Number 8, breadcrumbing. Celui-ci, il est facile, c'est le fait d'alimenter la relation avec des miettes de pain. Le docteur Amani dit que le narcissique en donne de moins en moins, et avec le temps, on apprend à faire avec, et même à être reconnaissante du peu que l'on reçoit. Et j'ajoute que parfois le minimum syndical est perçu comme quelque chose de positif. Et ça me fait résonner directement la phrase d'une copine que je voyais à l'époque quand j'étais avec mon ex, et qui elle-même était dans un couple extrêmement toxique. Et quand je lui racontais mes histoires et tout, et que j'y retournais toujours encore et encore, même quand il avait été de plus en plus méchant, mais je prenais la moindre miette qui me lançait. Et elle m'avait dit un truc un peu similaire. Elle m'avait dit, tu vas voir, tes épaules s'élargissent. Avec le temps, en fait... Comme tu encaisses de plus en plus de choses, eh bien tes épaules s'élargissent, et plus du coup elles sont larges, plus quand il se passe quelque chose de plus, tu te dis après tout c'est pas très grave comparé à tout ce que j'ai déjà surmonté, je vais pas... Enfin tu vois, c'est pas la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, quoi. Donc voilà, malheureusement les breadcrumbs, c'est ça qui permettent... à ses épaules de s'élargir, je crois, et malheureusement on voit le minimum syndical comme quelque chose de positif bien trop souvent dans notre société. C'est pour ça que ces breadcrumbs
se rendent vraiment trop acceptables en fait, je crois, tu vois, genre j'ai malheureusement tellement de copines qui me disent waouh, mon mec est tellement formidable, genre il a rangé ses propres affaires quoi. It's a huge nope. Genre sérieux, c'est juste normal. Et le problème c'est que comme l'explique le docteur Ramani, on a appris à se contenter de très peu dans l'enfance et cela se répercute dans notre vie d'adulte et donc du coup on croit que c'est incroyable le moindre comportement correct, quoi. Number 9, la triangulation, c'est une technique de manipulation qui consiste à monter les personnes les unes contre les autres, en parlant derrière le dos d'une personne plutôt qu'en s'adressant directement à la personne concernée. Par exemple, un partenaire toxique dira à l'enfant du couple que la mère regrette de lui avoir donné la vie. Ainsi, la mère se retrouve complètement isolée dans son foyer et dans une incompréhension totale. Parce que ça sort de nulle part. J'ai pris cet exemple parce que les triangulations sont malheureusement très courantes quand il y a des enfants impliqués dans la dynamique toxique, mais ça s'applique aussi dans le couple, bien sûr. En général, la tierce personne est un ou une autre love interest, et parfois la personne n'est même pas ou même plus dans la vie du partenaire toxique. Si je reprends par exemple mon exemple personnel du coup, en effet, dès la première semaine où j'étais en couple avec mon ex, il n'a pas manqué de me faire savoir que cette très jolie fille, un peu connue, lui faisait des avances par message pour me faire savoir qu'il était convoité et que j'avais plutôt intérêt à ne pas le pousser dans les bras de cette jolie blonde et de filer doux, tu vois, genre de lui foutre la paix, lui donner le double des clés de mon appartement, le laisser s'installer, faire sa loi et ne pas moufter, hein. Et du coup, comme tu le sais maintenant, même si j'ai fait all of the above, donner mes clés, le laisser s'installer et pas moufter, laisser faire sa loi comme il le souhaitait chez moi, il est quand même, malgré tout, sorti avec elle quelques mois plus tard. Et longtemps après leur rupture, le spectre en fait de cette femme a plané sur ma relation en mode elle le faisait pas chier, elle s'occupait bien de lui, elle. Et si je continue de lui faire des reproches, aussi justifiés soient-ils, il va encore partir avec une autre. Et donc en fait, même à un moment, il avait même plus vraiment besoin de parler d'elle. Il en parlait avant que ça se fasse. Après que ça a été fait, il en parlait plus. Et quand moi j'en parlais, d'ailleurs, il me faisait à moi le reproche d'en parler, de pas aller de l'avant, machin, il fallait lui pardonner, sinon ça servait à rien de se remettre avec, gna gna gna. Mais il avait même plus besoin d'en parler. Il savait que le triangle, il se dessinait tout seul dans ma tête, finalement. Donc là-dessus, c'est la fin de cet épisode, qui, je l'espère, t'aura intéressé. N'hésite pas à me dire si tu as eu des aha moments, c'est-à-dire des moments de réalisation en mode « Ah, mais c'est ça qu'il faisait !» et éventuellement de partager d'autres exemples personnels pour illustrer ces mots. Sharing is caring, parce que si certaines femmes vont se reconnaître dans mon expérience, d'autres femmes se reconnaîtront peut-être plus dans la tienne, et c'est comme ça qu'ensemble on s'enrichit de nos expériences mutuelles pour bloomer tout ensemble. C'est la fin de cet épisode. Je te rappelle que le programme que je vais lancer prochainement, Time to Bloom de Fake Love à Self Love, va t'enseigner concrètement en 7 semaines les techniques du yoga et les ancrer dans ton quotidien pour que tu puisses te libérer de l'emprise, guérir tes blessures, vivre une vie épanouie et cultiver tes rêves à l'abri des calamiteux. Je vais ouvrir les portes aux inscriptions dans quelques semaines, mais il est d'ores et déjà possible de gratuitement rejoindre la liste d'attente si tu es intéressé par le programme. Je te recommande vivement de le faire car à l'occasion de ce premier lancement, je vais offrir aux préinscrites la possibilité de devenir membre fondatrice et proposer aux bloomettes de la première graine d'énormes avantages en échange de leur feedback et témoignages. Indeed, elles bénéficieront d'un tarif exceptionnel ainsi que de la possibilité de participer gratuitement au second lancement du programme Time to Bloom de Fake Love à Self Love. Et s'il fallait une autre bonne raison de se préinscrire gratuitement, note que je ne veux prendre pour ce premier lancement que 10 participantes seulement et que j'annoncerai l'ouverture des inscriptions en priorité aux bloomettes sur la liste d'attente. Je te mets le lien d'inscription sans engagement dans la description de l'épisode. Tu verras, pour valider ta préinscription, il y a un rapide questionnaire Typeform à remplir. Ça se fait en 5 minutes promis, mais cela va m'être très précieux pour angler le plus précisément possible le contenu du programme pour t'aider à bloomer from where you are planted. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de partir, s'il te plaît, pense à noter l'émission sur ta plateforme d'écoute préférée et partager l'épisode s'il t'a inspiré. Ça aide à faire pousser le podcast et permet de semer les graines du bloom. Merci d'avance et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Time to Bloom podcast. D'ici là, prends soin de toi et des gens qui te font du bien. Bloom!